Bonjour, bonjour à toutes et tous, c'est un grand bonjour et merci à toi Marie de me rejoindre aujourd'hui. Bonjour Adrien et merci de l'invitation. Euh, Comme j'imagine que tu as eu une vie avant l'hypnose, tu es praticienne en hypnose, tu es copilote onirique, tu es également artiste et créatrice. Est-ce que tu veux bien nous partager dans quelle mesure voilà, tes expériences qui ont précédé ta pratique d'aujourd'hui ont pu avoir une influence sur celle-ci? C'est une longue histoire, je vais essayer de résumer. Donc j'ai grandi dans la campagne belge et d'un côté j'étais en pleine liberté dans la nature, avec déjà beaucoup de connexions étranges et d'autres réalités que les réalités normées, on va dire. J'avais énormément de temps de lecture aussi, j'avais beaucoup de temps de rêverie. Euh, à côté de ça, j'ai vécu des violences très très fortes, patriarcales de la voilà, campagne ardennaise années 80. C'était pas rigolo tous les jours pour une petite fille, enfin pour une petite enfant, parce que je ne me ressentais pas non plus totalement comme une petite fille. Et donc, ça a créé des dissociations, des réalisations. Enfin, j'ai été quand même bien traumatisée, on va le dire. Donc, bon, après, ça s'est arrangé, hein. Je suis en thérapie depuis 30 ans. D'intégration en intégration, je trouve ça absolument passionnant de voir comment la machine peut se réparer. C'est du kitsungi interne psychique. Donc, ça aussi, c'est un rapport avec le rêve éveillé, avec l'hypnose, avec la thérapie. Et puis, je pensais que j'étais totalement seule dans ce genre de fonctionnement, que personne n'était comme moi. Et quand je suis arrivée en ville, j'ai commencé des thérapies parce qu'à la campagne, c'était absolument pas du tout. Enfin, personne ne s'est jamais inquiété de mon état, même quand j'étais anorexique, sans règles, à tomber dans l'escalier, c'était pas un problème, hein. Je mange un peu bordel. Donc, quand je suis arrivée en ville, j'ai commencé une thérapie. La thérapeute m'a rapidement dit qu'elle n'était pas compétente et m'a indiqué une autre thérapeute. Et donc, je suis partie pour 7 ans de psychanalyse freudienne orthodoxe avec une neuropsychiatre. C'est un drôle de mélange, hein. Oui. Donc, neuropsychiatre qui était en préparation de retraite et donc qui était en psychanalyse, enfin qui était dans des cercles psychanalytiques depuis une dizaine d'années et qui me recevait en tant que psychanalyste, pas en tant que psychiatre, mais qui avait donc tout le bagage pour récupérer mes traumas complexes et simples qui étaient quand même très, très, très présents et qui m'a vraiment ouais, sortie du marasme. Je pense que je ne serais pas là si j'avais pas rencontré cette personne ou une autre de la même qualité, quoi. Mais toujours est-il qu'en commençant la psychanalyse, j'ai commencé ça a grossi, 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 tout ce qui était à l'intérieur de moi, et je suis devenue somnambule. Euh, Donc les rêves sont sortis de leur boîte nocturne pour rentrer dans une réalité. Donc je me levais, j'essayais de sortir de la maison. Enfin, bon, voilà, j'avais des comportements dangereux, quoi. Et ça ne m'allait pas du tout. Mon compagnon de l'époque non plus. Il stressait dès que je me levais pour aller faire pipi. Il avait peur que je me retrouve dans le jardin. Donc j'ai demandé à ma thérapeute que faire et elle m'a dit c'est le travail, il faut laisser faire. J'ai dit, oh, attendez. C'est quand même très fatigant et très dangereux cette histoire. Donc je suis allée voir sans lui dire, hein, c'est un peu la cachotterie à la mère. C'était quand même 3 fois par semaine pendant 7 ans, hein, c'était ma maman, hein, et il y avait un truc très très... le transfert était très puissant, donc je lui ai caché ça. Je suis allée en cachette voir un hypnothérapeute que j'avais trouvé parce que je travaillais pour une artiste à l'époque dont le mari était pédopsychiatre spécialisé hypnose pour enfants. Et donc, il m'a accueilli en me disant, écoute, bon, alors, t'es plus une enfant, donc je te prends pour 3 séances, mais j'ai pas le temps de faire plus. Enfin, il était médecin, il avait beaucoup de... Mais il m'a accueilli pour 3 séances parce que sa femme a insisté. Et donc, il m'a hypnotisée d'une manière assez directe, hein. Je veux dire, quand j'ai fait les écoles d'hypnose, Iliane Achélarche et Antoine Garnier, j'ai reconnu certaines techniques, safe place, dissociation et ainsi de suite.
Et moi, là, j'ai fait, ah ouais, donc en fait, on peut piloter ces états qui m'arrivent d'une manière totalement. Enfin, moi, je faisais des trans spontanées, des régressions spontanées, des trans, des dissociations, des machins dans tous les sens, mais je ne maîtrisais rien. Et là, en fait, j'apprends qu'il y a des techniques pour gérer ça, quoi. En direct, comme ça, en appuyant sur des boutons et en se retrouvant là, là, et puis en position méta, tu te regardes, tu reviens, tu te réassocies. Là, j'ai fait, waouh, mais ça va changer ma vie, ce truc. En même temps, je voulais terminer la grosse thérapie de base qui m'a tellement aidée. Et donc, je me suis dit que j'allais terminer ma psychanalyse et puis qu'après, j'allais revenir à l'hypnose. Et puis au pilotage des rêves et ainsi de suite. Donc, je termine ma psychanalyse. Mon amie est morte d'un cancer du sein. Je n'ai plus du tout envie d'aller voir son mari parce que c'est trop triste. Enfin, il y a ça entre nous. Je cherche une hypnothérapeute ou un hypnothérapeute. À l'époque, il n'y en a pas. Il y en a très très peu. Donc, notre profession s'est hyper développée ces dernières années. Mais moi, quand j'avais fin de la vingtaine, c'était vraiment très très. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, j'en ai essayé deux et ça a été des catastrophes. Dirigistes. Enfin bon, comme on voit, pas mal d'hypnos aujourd'hui, hein, je suis désolée de le dire, mais qui appliquent un protocole un peu le même sur n'importe qui et qui n'ont pas la finesse d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et donc j'étais extrêmement déçue. Après 3 essais, j'ai arrêté. Je me suis retrouvée donc avec. Après, j'ai fait plein d'autres thérapies, hein. Après la psychanalyse, je suis entrée en gestalt. Après, ça a été. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Gestalt, c'était très long aussi. Je pense que c'était 7 ans. Après, je ne sais plus. Enfin, différentes techniques, hein, je les ai enchaînées, et j'y suis toujours d'ailleurs. Euh, et j'ai commencé, en plus de mon boulot de prof, parce que j'étais enseignante pour des adolescents et des post-ados, parce que j'avais aussi des premières et deuxième années d'école supérieure. Je donnais cours de français, de communication, mais aussi d'art, donc de théorie des arts contemporains. Donc, j'entraînais mes classes dans des expos, j'allais leur faire rencontrer des réalisateurs de cinéma, on créait nous-mêmes des films. J'étais déjà très très ancrée dans la création, dans le sens où je décrochais des bourses pédagogiques pour que mes élèves aient du matériel et de l'aide de professionnels pour faire des projets. On a monté des expos pour la communauté européenne. Enfin, voilà, c'était. Bon, j'ai toujours été un gros machin de ouais, j'ai une idée, j'y vais et trouver les moyens et le faire. Et donc, en même temps, j'ai commencé à réfléchir à la radio parce que j'avais fait des stages, des formations en danse, en théâtre, en art plastique, enfin plein de trucs. J'avais repris des cours dans plein de disciplines pour pouvoir nourrir mon propre enseignement. Mais la radio, j'avais pas encore été voir de ce côté-là. Et un jour, je rencontre un personnage. Je vais vraiment l'appeler comme ça parce que j'ai rencontré une scène avec des personnages plutôt que des personnes. Et je suis allée lui parler et il m'a dit tu veux pas m'aider à écrire mon histoire? Et je lui ai dit non, mais j'aimerais la mettre en ondes. Et donc j'ai appris la radio. Et ma deuxième idée pour la radio a été de mettre en place un rêve éveillé. Donc voilà, c'est comme ça. Je fais un long chemin, mais tu vois, c'est tout ce. Et donc je suis arrivée chez mon producteur en disant voilà, j'ai fait un rêve parce que je faisais des rêves éveillés tout le temps. J'avais guéri beaucoup de trauma, j'avais intégré plein de choses, mais ce truc-là, j'avais pas du tout envie de le perdre. C'était quelque chose de très positif. Donc c'était un rêve éveillé que j'avais fait volontairement après un week-end d'aventure folle. Et ce rêve m'était apparu comme étant transmissible et intéressant. Et donc je suis arrivée chez mon producteur en disant voilà, ma prochaine création, c'est ça. Et il m'a dit bah attends, c'est sympa, mais enfin, écouter le rêve de quelqu'un d'autre, ça n'a jamais été vraiment passionnant. Si les auditoristes ne le vivent pas, bah non, bah, trouve-moi autre chose. Et donc, je me dis, ok, je vais faire de l'hypnose. Je me suis souvenue de mon histoire d'hypnose. Et donc, je rentre dans le groupe hypnose, sans être hypno du tout, hein. Donc, je cherche sur Internet, sur Facebook, je trouve le groupe hypnose, je rentre dedans. À l'époque, il était facile à intruser. Et je mets une annonce. Et qui me répond? Antoine Garnier.
Donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'Antoine était à Bruxelles, sa femme y travaillait, il l'avait suivi et il n'avait rien à y faire, donc il s'ennuyait un peu. Et quand il a vu mon annonce, bonjour, j'habite Bruxelles, je cherche un hypno pour une création, il m'a répondu. Et on a travaillé ensemble pendant un temps qui n'a pas été assez long pour moi, mais qui était déjà formidable, hein. On a passé des moments extraordinaires à faire de l'hypnose dans des parcs. Donc voilà, c'était mon retour dans l'hypnose, c'était ça. Et puis il est reparti et j'avais pas fini mon écriture de création. Il m'avait un peu aidé, mais j'étais pas au point. Donc je suis allée voir l'hypno le plus célèbre de Bruxelles, Éric Merlot de l'Institut de Nouvelle Hypnose, et je lui ai proposé, bah voilà, je lui ai proposé le projet. Très vite, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la place pour de l'écriture, de la création, donc je lui ai proposé de suivre sa formation en échange de services. À l'époque, je n'avais pas assez de sous pour me payer des études d'hypnose, et donc j'ai fait du secrétariat, de l'accueil, en plus de mon boulot de prof, hein. Pour suivre ces week-ends où il donnait des cours à des psys et autres. Et j'ai fait ça 1 an et demi, 2 ans. Ça n'a pas tenu très longtemps parce que c'est un patriarche total. Et après plusieurs tensions et recadrages, ça a été la goutte de trop et j'ai claqué la porte. Et je me suis retrouvée donc avec un demi-diplôme, on va dire un demi-certificat, euh, insuffisant aussi pour prolonger mon parcours, mais suffisant pour ma création. Donc Boa a été produit. Donc, on peut l'écouter en ligne, hein. C'est Boa Marie Lisel. Si vous tapez ça sur Bandcamp, vous allez le trouver. Au casque, c'est une création radiophonique hypnotique assez directive qui emmène vraiment en vol plané, agréable, hein, mais c'est quand même, c'est quand même assez prenant. L'auditoriste qui désire faire un voyage. Mais je voulais continuer, donc je suis arrivée à l'Arche. Donc, j'ai déménagé à Paris. J'ai quitté mon boulot de prof. J'avais un peu, voilà, j'avais négocié des trucs. Je suis allée à Paris, j'ai suivi l'Arche jusqu'au maître praticien. En même temps, j'ai suivi les cours d'Antoine Garnier à Paris, qui donnait des cours d'hypnose directe, communication hypnotique. Je ne sais plus comment il avait appelé ça. On était un tout petit groupe dans le 12e. C'était, enfin, avec des personnes d'ailleurs. Ouais, qui se diront sans doute, ah ouais, je me souviens, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont continué et qui sont devenus des figures de l'hypnose aussi. Donc j'ai suivi Antoine Garnier, j'ai suivi l'Arche jusqu'au maître Pratt et puis finalement, bah, je suis devenue praticienne et j'ai créé mon propre truc. Pourquoi? Parce que l'hypnose telle qu'elle était enseignée, pour moi, était un carcan beaucoup trop étroit pour mon type de personnalité, beaucoup trop heurtant par rapport à tout ce qui est inclusivité et consentement, liberté aussi. Elle correspond sans doute à pas mal de personnes qui sont plus dans les clous. Mais pour les personnes comme moi, c'était vraiment compliqué. Donc moi, j'ai ressenti quand même pas mal de violence et de difficultés et j'ai voulu créer une technique et un accompagnement tout simplement qui correspondent aux personnes de mon champ. Euh, et qui correspond aussi aux personnes qui n'en sont pas, puisque je connais bien la culture dominante, elle est partout, dans la société, dans les films, dans les collègues, enfin voilà, je suis baignée dedans, je la connais aussi. Mais je connais en plus cette culture neuroatypique, queer, de personnes qui ne correspondent pas aux dictats de la société. Et donc voilà, j'ai eu envie de favoriser cette approche-là, et petit à petit, avec différentes techniques, mais peut-être tu auras envie de me poser des questions plutôt que je fasse un long tunnel. Le Reva est arrivé. Je m'arrête et je te laisse reprendre la parole. Désolée, Adrien. Non, non, après, t'es hypno. En plus, moi, je suis très touché. Bon, on se connaît par ailleurs. Ça fait longtemps qu'on Mm, se côtoie au long des formations et autres expériences ensemble. Mais du coup, je bois tes paroles, en tout cas. Donc, pas de souci. En fait, en plus, tu fais la transition idéale. Effectivement, le REVA, donc le rêve éveillé amplifié par l'hypnose. Est-ce que tu veux bien... Bon, je connais, moi, tu m'as en plus offert une séance pour la naissance de mon premier enfant, je me rappelle, qui m'a beaucoup marqué. mm. Pour ceux qui découvrent peut-être, est-ce que tu veux bien nous décrire un peu en quoi ça consiste, probablement les liens et les différences que tu peux faire avec l'hypnose?
tel qu'on l'enseigne plus classiquement, je dirais. J'ai eu envie de digérer, d'intégrer dans notre jargon tous les protocoles, toutes les techniques d'hypnose et de PNL pour en faire quelque chose de plus fluide et de plus ajusté. Et j'ai commencé à mélanger du rêve éveillé. On s'est rencontrés aussi à Hypnologie, nous deux. Donc la première session, la première séance non, la première saison, c'est le mot que je cherchais, d'hypnologie avec Cyril Champagne, quand on était en émulation à faire des exercices après l'heure de théorie, enfin, c'était assez incroyable. Et donc, l'imaginal de Corbin, le rêve éveillé de Dessoil, et puis bien d'autres ouvertures m'ont montré que bah, y avait des techniques aussi qui correspondaient à ce que moi je vivais de manière sauvage, et donc que je pouvais aussi m'appuyer sur des études. Bon, parce que Dessoil, c'était un scientifique, hein, il avait fait des relevés, c'est assez rigolo quand même. Il avait fait des relevés de rêves éveillés de centaines de personnes pour voir les points communs. Il avait croisé plein de grilles différentes. Enfin, il travaillait en ingénieur. Et après, il en a sorti tout un protocole. En étudiant aussi Jung, en étudiant les rêves éveillés indiens. Donc, il a finalement abattu un travail de, de rationalisation du truc qui, moi, m'a donné un peu un ah, tiens, une chouette clé là, cool, merci. Euh, et donc, en mélangeant ça à ma propre expérience de rêve éveillé sauvage, on va dire, ou rêve éveillé spontané que je vivais depuis toujours, hein, j'ai des souvenirs d'avant la parole, hein, de lumière qui bouge et ainsi de suite. Avec l'hypnose, avec le rêve éveillé, j'ai suivi aussi du néo-chamanisme. Euh, Néo-chamanisme, donc on n'est pas dans les croyances exo, euh, d'esprit et ainsi de suite, on est plus dans un travail européen euh, en reprenant des techniques de chamanisme natif. Donc moi j'ai connu les deux, hein. Le chamanisme natif, bah là on est vraiment dans les croyances exo et bon, on les sent hein, les trucs qui sont autour dans ces moments-là, bah, parce que les croyances elles sont induites aussi, hein. Et dans le néo-chamanisme on joue plus avec des techniques et j'ai aussi utilisé des techniques, parce que ça ressemble très très fort à de l'hypnose hein, quand même. J'ai aussi utilisé des techniques de néo-chamanisme et puis Nous des donner techniques de l'art. un ou deux exemples concrets, parce que j'imagine que pour les gens. Le recouvrement d'âme. Tu vas à l'intérieur de toi et tu vas chercher la partie de ton âme qui est coincée quelque part, souvent dans un endroit dégueulasse, hein. Ok. Ben, nous, on fait des régressions pour aller voir les enfants blessés et pour les faire grandir. C'est exactement le même process, mais c'est pas fait de la même manière. Tu vois, je me souviens des protocoles en Prat 2 à l'Arche qui étaient toujours on va voir l'enfant. Parfois, on y allait aussi en étant un adulte, en lui disant je suis toi quand tu seras plus grand, ta, ta, ta. En recouvrement d'âme, on appelle ces animaux guides et puis on fonce dans la forêt et on va récupérer ce qui demande enfin, ce qui crie et ce qui pleure, quoi, tu vois. Et moi, c'était un lièvre. Et donc, dans mon rêve éveillé, ça colle très bien, ces trucs-là. Les protocoles de régression pour aller récupérer des parts de soi qui n'ont pas pu grandir, tu vois, expliqué à la Kevin Finel, ou récupérer le lièvre blessé dans la grotte du néo-chamanisme, c'est le même bazar, hein. Sauf que c'est pas raconté de la même manière et c'est pas vécu de la même manière non plus. Donc moi j'ai fait des ponts entre plein d'éléments comme ça où je me suis dit ah tiens ça c'est de la récapitulation, ah tiens ça c'est de la modélisation. Appelle ton ours et deviens, tu vois, bah ouais, là on est en pleine modélisation. Donc, moi j'ai fait des jonctions comme ça, et puis je me suis dit, bah, moi je vais être une interface entre tout ça, tout en étant toujours bien ancrée dans ma pratique hypnotique, parce que je suis hypnopraticienne et mon outil, c'est un outil hypnotique, mais en lui donnant une narration
une histoire avec des personnages, avec des paysages, avec des ressources qui ressemblent plus à des feuilles étincelantes qu'on va manger. Alice au Pays des Merveilles aussi, enfin tu vois, tout ça, il y a Murakami, il y a Miyazaki, enfin, il y a plein de Japonais qui ont aussi travaillé sur la question. Moi j'adore les films d'animation. Donc voilà, tout ça a créé une hypnose, parce qu'on est toujours dans... C'est les mêmes protocoles, hein. On fait de la transformation de liens, on fait de la futurisation, on fait de la régression, on fait de la sortie de parties introjectées, enfin de la négociation de parties tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, de la transformation c'est quoi déjà le terme technique en hypnose? J'ai oublié les trucs qu'on change, c'est plus grand, tu le fais plus petit, Ah tu mets oui, là. sous-modalité. Oui, c'est ça, j'ai perdu le. On fait ça, on fait tout ce qu'on fait en protocole. J'ai repris tous mes protocoles aussi de l'Arche et je me suis dit, tiens, où est-ce qu'ils sont? Euh, les cours avec Cyril m'ont beaucoup aidé aussi parce qu'à chaque fois qu'il expliquait un truc, j'étais là, la cabane, hein. Ah mais oui, mais moi je fais ça, mais ça se symbolise par tel et tel élément. Donc en fait, moi j'ai travaillé en symbolique et en narration plutôt qu'en technique PNL qui est beaucoup plus corporate. Ça, c'est ce que j'appelle, je ne sais pas si tu vois, le fait de faire et plus la main monte et plus il se passe ceci, et on va demander à l'inconscient de faire ça, enfin on est plus dans un côté technique, on va dire, alors que euh, moi, je parle au personnage. Tu vas me dire en hypnose aussi, mais on est dans un personnage, deux personnages. On n'est pas dans un film entier avec des individus, des personnages qui bougent. On n'arrive plus à avancer. Eh bien, demande à la falaise comment tu peux aller jusqu'à l'île là-bas. On fait pas ça en hypnose. Donc voilà, c'est ça la différence pour moi. C'est la narration, le fait que l'on est vraiment dans une histoire du début à la fin, avec des personnages, avec des paysages, avec des ressources, et qu'on joue aux super-héros, super-héroïnes à récupérer ce qui est bon à récupérer, à négocier pour avoir une nouvelle organisation de l'équipe, euh, à baquer des choses aussi, hein, parce que des parties introjectées, parfois on négocie, ça fonctionne, on arrive à les refondre dans l'histoire, elles veulent pas, bah, à un moment donné, désolé, on a négocié suffisamment longtemps, bye bye. Et ça je fais aussi. Mais je négocie d'abord. Contrairement à beaucoup de protocoles hypnotiques où on dit introjection. Non, moi je négocie et souvent les puissances enfin, tout ce qui donne enfin, tout ce qui est très fort là-dedans, je dis toujours à mes accompagnés, c'est dommage de lâcher ça et de laisser partir toutes ces forces, ce qui t'oblige à aller ouvrir ton frigo à 3 heures du matin. Mais attends, c'est un truc de ouf. Pourquoi on irait le virer alors que cette force-là, elle pourrait servir à ton système? Donc on va d'abord essayer de récupérer tout ce qu'on peut comme ressource pour le système avant d'envoyer hors limite quelque chose qui est encombrant, toxique, mauvais pour la vie, quoi. Mais si on n'y arrive pas, ça m'arrive régulièrement quand même de dire, bon, voilà, le résidu, là, ce qui veut vraiment pas, maintenant, allumons un feu, ou allons chercher de l'eau, ou demandons au vent qui veut venir s'occuper de ce résidu. Génial, ça m'éveille plein de questions. Un des objectifs de ce podcast, c'est aussi d'aider à clarifier le cadre parce que j'ai trouvé dans ma expérience personnelle, puis comme je baigne un peu dans le milieu de l'hypnose depuis une dizaine d'années auprès de d'autres personnes aussi, le sentiment que ok, apprendre à faire de l'hypnose, des techniques hypnotiques, mettre quelqu'un dans un état de conscience un peu inhabituel qui aide à se reprogrammer. Bon, ça, c'est pas très compliqué en soi. Par contre, on a quand même un travail d'accompagnement
qui peut être beaucoup plus vaste. Et toi, ton expérience de thérapie personnelle en témoigne aussi. Probablement que bah, il y a des sujets pour lesquels on est plus ou moins équipé, pour lesquels on est plus ou moins formé. Je pense au trauma, etc. Est-ce que j'admire chez toi, peut-être que je projette un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je perçois et c'est aussi pour ça que je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui. C'est à la fois une dimension très créatrice, créative, onirique, très fluide, très ouverte, et en même temps une grande solidité, un ancrage, une clarté, justement, dans ton cadre, dans ta pratique, entre guillemets, ce que tu acceptes, à la fois sur les demandes, peut-être, et puis sur les relations aussi. Alors, je sais pas trop où je vais, comment je vais réussir à formuler une question avec ça, mais mon idée, c'était que tu nous partages peut-être un peu, toi, effectivement, si ce n'est ton cadre aujourd'hui, parce que le cadre de ta pratique, c'est trop vaste, peut-être pour couvrir ça comme ça, mais peut-être comment il s'est élaboré, quels sont tes points de repère, justement, pour savoir ce que tu acceptes, ce que tu acceptes pas comme demande, comment tu réorientes, le nombre de séances. Voilà, j'imagine que tu as un peu réfléchi à tout ça et je pense que ta réflexion bah, peut être fertile et enrichissante pour les gens qui nous écoutent. Ok, c'est une question vaste, hein. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Euh, Dans le cadre, je dirais que d'abord, il y a des éléments pour lesquels je ne suis pas formée. Et c'est vraiment important de les noter sur mon site et de les rappeler aux personnes quand j'ai un doute. Je ne suis pas psy, ni psychiatre, ni psychologue, donc il y a plein de cas que je ne prends pas. Je parle de cas ici parce que on est dans... enfin, je dis que je ne prends pas les personnes qui sont alcooliques, par exemple, ou qui ont des troubles, des troubles qui ont besoin d'une aide psychiatrique ou au moins d'une formation de psychologue bien avancée. Donc ça, je les répertorie sur mon site, hein. Et je pense que les personnes qui ne sont ni psychiatres ni psychologues bah, devraient aussi le faire, hein, parce qu'on n'a pas suffisamment de psychopathologie et de bouteilles pour traiter de certains fonctionnements psychiques. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'il y a plein de spécialisations pour lesquelles je ne suis pas formée parce que j'en ai pas envie. Je veux dire, il y a tellement de trucs à faire. Moi, par exemple, je ne reçois pas les enfants ni les adolescents. Les enfants, je connais pas bien, j'en ai jamais eu et je les côtoie de loin. Donc, je suis pas une spécialiste des enfants. Les adolescents, je les connais parce que j'ai été prof pour ados pendant très longtemps. J'ai plus spécialement envie d'avoir affaire aux parents. Donc, parce que c'est ça, quand tu as des mineurs, bah, tu as des parents derrière. Donc, moi, j'ai pas envie de me spécialiser dans les adolescents. J'ai pas non plus envie de me spécialiser dans tout ce qui est préparation à la mort, par exemple. Euh, j'ai eu un pote qui avait un cancer très très avancé que j'ai suivi quand même parce que c'était pas un ami, hein, c'était un troisième cercle et bon voilà. D'ailleurs, on l'a suivi ensemble. Je t'ai demandé de la rescousse parce que moi je me sentais pas en mesure de faire tout ce qui était douleur. Euh, mais j'en fais pas, enfin j'en fais pas un accompagnement. Je l'ai fait pour lui, je l'ai pas fait enfin, je le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Il y a aussi des, enfin, les attentats par exemple, ou les personnes, enfin, les policiers, les ambulanciers, les pompiers qui ont des gros gros trucs bien lourds avec des accidents, des incendies, tout ça, je me sens pas non plus de le faire. Ça demande aussi, je pense, une formation sur un type de trauma un peu particulier de guerre ou d'explosion ou ce genre de choses que j'ai pas et que j'ai pas envie d'avoir. Donc je ne prends pas ce genre de demande-là. Voilà. Et puis le reste, ben, ce sont les personnes qui choisissent. Quand une personne choisit, cherche un ou une hypno, elle va voir ou il va voir les sites. Et mon site est tellement bizarre, tellement singulier que bah, on adore ou on se dit bah non, enfin, elle m'inspire pas. Il y a pas de demi-mesure. Si tu vas voir mon site, soit tu dis waouh, c'est ce que j'ai cherché depuis 10 ans. J'ai plein de personnes qui viennent en me disant mais merci, ça fait 10 ans que je cherche.
une praticienne qui est là, tu parles avec mes mots, je me sens à la maison. Donc voilà, ces personnes-là, je les attire évidemment, puisque on parle le même langage, on est ou bien alors des personnes qui se disent, c'est pas mon monde, mais c'est un monde auquel j'ai envie d'accéder. Il me manque de la créativité, il me manque il me manque de l'audace, il me manque de l'autodétermination. Se dire par exemple, moi j'ai envie d'être ça, et puis tant pis si les autres ne sont pas d'accord. Et chez toi, je sens que je pourrais le trouver. Donc ils viennent chez moi, notamment beaucoup de collègues, hein, pour la créativité, pour la légitimité, pour l'inclusivité aussi, hein, puisque avec hypnose inclusive, et bon, c'est mon côté militant, il y a des personnes qui viennent aussi parce qu'elles se sentent dans un endroit safer. Avec tout ce que j'ai développé avec d'autres, hein, tu as reçu d'autres membres d'hypnose inclusive. Donc, ben, il y a des personnes qui ont déjà été voir plusieurs thérapeutes, qui ont eu des problèmes enfin, voilà, de maladresse, enfin, de violence, hein, sans faire exprès par les thérapeutes, mais n'empêche que les personnes se sentent violentées et donc cherchent quelqu'un, quelqu'une qui soit spécialisée dans la question. Donc là aussi, j'accueille particulièrement ces personnes-là. Donc voilà, ça fait. Et puis les artistes aussi qui viennent vers moi parce que je suis créatrice et j'accompagne les artistes dans des processus de création avec l'hypnose. Donc je fais ça pour les arts de la scène. Pour l'instant, je prends juste les personnes qui sont pour l'instant en travail. J'ai une poète, une romancière, un peintre, un dessinateur et une artiste numérique. Donc voilà, ça bouge, hein. Une fois qu'ils ont fini leur projet, enfin, il et elle. Ça change, mais il y a toujours cette notion aussi de création. Donc ça fait un ensemble assez hétéroclite de personnes qui sont dans une vie très normée, mais qui sentent qu'elles ont envie bah voilà, d'ouvrir, d'éclairer, bah, peut-être de recadrer autrement, de personnes qui cherchent un cadre safe, de personnes qui sont dans les arts et qui se disent que bah, on va se comprendre, de personnes queer aussi, ou bien de personnes de niche, hein, parce que je note sur mon site, je connais très bien les psychédéliques, donc les personnes qui ont vécu un bad trip et qui veulent en parler et l'intégrer, ben, je suis un bon point de chute pour ça. Je fais de l'intégration de bad trip, par exemple. Les personnes qui sont dans le polyamour, c'est un milieu que je connais bien, donc il n'y a pas besoin de m'expliquer et d'avoir une personne qui fait ah bon, mais attends, mais comment c'est possible? Bah non, moi je connais la musique, donc je vais pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Les personnes qui sont dans le sexe positif, même chose. Je connais très bien le vocabulaire, le monde, la culture, donc il n'y a pas besoin de m'expliquer. Les personnes queer, la culture PD, enfin tout ça, c'est facile pour moi. Donc, ça amène aussi toute une partie de clientèle qui a besoin de venir vers quelqu'un qui comprend et qui ne va pas regarder avec «Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Comme moi, j'ai été regardée quand j'ai cherché des thérapeutes d'ailleurs, hein. Je me souviens, enfin, le pire du pire, c'est celui qui m'a fait la liste de tous mes problèmes à régler. Alors que moi, je venais parce que mon père était en train de décliner, je sentais qu'il allait vraiment pas bien. Il était à la fois malade et en dépression, et je me disais, il va pas tenir, et il a pas tenu, hein. Donc, il a accéléré sa mort, on va dire. Et donc, je savais que ça allait arriver, et donc je voulais un soutien. Et cette personne m'a dit, il faudra travailler, enfin, le polyamour, le genderqueer, la bisexualité, les voyages psychédéliques, les changements de vie continuels. Ouh là 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 là. Salut. Je vous paye pas, hein, on est d'accord. Donc voilà.
Génial. Très clair. Donc tu dis, il y a les sujets, les cas, les situations qui sont, entre guillemets, pour lesquels tu n'es pas formé ou qui sont pas de ton ressort, entre guillemets. Il y a les sujets pour lesquels tu n'as pas d'appétence, que tu n'as pas envie forcément d'accompagner. D'ailleurs, les deux peuvent se recouper. Et puis, j'ai l'impression que en positif, il y a effectivement tes champs de compétences aussi culturels de ce que tu incarnes. Et je trouve que ça nous fait aussi une transition très chouette parce que justement, peut-être aussi parce que tu es une des praticiennes, en tout cas dans mon cercle, justement, qui est on va dire la plus éloignée peut-être de la norme dominante. Je trouve qu'il y a une authenticité chez toi qu'on retrouve évidemment sur ton site, que je pense on ressent aussi là dans cet échange, qui polarise. C'est-à-dire que voilà, dans le sens, enfin, comme c'est ta personnalité et ton engagement sont marqués, du coup, ça laisse pas indifférent. Et donc, évidemment, bah, toutes les personnes qui peuvent être euh, sensibles à ça, du coup, bah, viennent chercher Marie Lisel parce que c'est toi et parce que c'est ce que tu incarnes et que tu représentes. Et je trouve que bah, c'est ta vie à toi et ce que tu incarnes. Je crois qu'il y a des enseignements, on a tous nos vies différentes, évidemment, mais des enseignements en termes d'authenticité, justement, et d'acceptation de qui on est, d'incarnation de qui on est, pour justement que les gens qui viennent ben, viennent nous chercher pour qui on est, pour ce qu'on représente, pour nos valeurs, qui est du coup une résonance comme ça bah, qui soit positive. Pareil, je sais pas trop où je vais avec cette phrase, mais Oui, oui. Bah, je suis d'accord avec toi. Quand je donne mes formations en rêve, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. C'est connaissez vos singularités et poussez-les. Euh, Osez être qui vous êtes, y compris dans vos sites et y compris dans votre pratique. Et puis après, on voit avec les curseurs ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Enfin, moi, au début de ma pratique, je faisais des trucs que je ne fais plus aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup réfléchi sur notamment les notions de consentement, de liberté, d'autonomie. Quand j'utilisais par exemple des chants un peu, euh, si je le fais aujourd'hui, je vais demander le consentement d'une manière vraiment explicite, éclairée. Enfin, avant, je disais juste, bon, bah, on va dégazer un peu. Et, et puis, on allait dégazer. Mais j'explicitais pas vraiment ce qui allait se passer. Aujourd'hui, je le fais peu et quand je le fais, la personne sait ce qui va se passer. Et puis j'y vais palier par palier. Je fais un palier, je demande est-ce qu'on va encore un peu plus dans l'expérience? Est-ce que tu veux monter de 1 ou de 2 sur 10? Enfin, donc je joue comme ça. Donc oui, autoriser à être qui on est, à utiliser les outils que l'on connaît, tout en les pensant. Rien ne se fait d'une manière ah tiens, ça c'est sympa, je vais essayer. C'est comment ça peut s'inclure dans. C'est super intéressant. Et de réfléchir qui on est aussi dans toutes ces connaissances. Je veux dire, moi, j'utilise beaucoup l'éthologie, par exemple, dans mes séances. Par exemple, je vois un aigle. Tu vois, l'aigle est souvent un truc. Je dis, ah, mais c'est super intéressant hein, parce que l'aigle, dans ses yeux, il a deux mises au point. Donc, il peut faire une mise au point pour voir un détail et il voit une souris dans un champ en volant très haut. Donc là, il voit le détail, il peut vraiment faire un zoom. Et puis, en tournant la tête, il change de fovéas et il a une vue d'ensemble. Donc, il a deux mises au point, comme un appareil photo. L'appareil photo, on tourne, puis il fait ça. C'est pour ça que les oiseaux de proie, ils bougent la tête sans cesse. Donc, ils regardent détail, vue d'ensemble. Ou dans l'autre sens, ça, je ne sais plus comment, si c'est gauche-droite. Donc j'utilise ce truc-là en disant, tiens, grâce à cet oiseau, tu vas pouvoir toi aussi regarder le détail de ce qui t'intéresse là, dans cet élément particulier, et puis reprendre de la hauteur, reprendre de la distance, et remettre tout ça dans son contexte, et puis revenir juste avec un petit mouvement de tête. Allez, essaye. Tu vois, j'utilise ça. c'est lent. J'ai du mal à ne pas voyager quand je t'écoute, mais c'est très bien. Pas besoin de trop retenir non plus, c'est chouette. Euh, j'ai la sensation en t'écoutant que les enjeux de consentement, d'inclusivité, de respect, évidemment, se jouent dans la relation à l'autre.
Donc quand on Mhm. revoit quelqu'un, bon, j'ai l'impression qu'on est au 21e siècle et probablement qu'on partage ces valeurs-là, d'avoir à minima l'intention et le travail au maximum en amont, d'avoir un espace où la personne puisse être qui elle est sans jugement. Bon, c'est probablement un travail qui mérite de se poursuivre. Mhm. J'ai l'impression que cette dynamique peut se jouer aussi à l'intérieur des personnes. J'aime bien d'ailleurs ta formulation, tu parles d'individus, pour faire un peu le jeu de mots avec individu. On aurait différentes parts à l'intérieur de nous. Et tu l'as dit à demi-mot, et j'aimerais voilà, te réorienter là-dessus. Euh, Justement, dans cette posture d'accueil des différentes parties de nous, j'ai l'impression que souvent ce qui crée des problèmes, c'est-à-dire des difficultés qui s'enquistent, c'est un décalage, une dissociation intérieure entre deux différentes parties de nous, des parties de nous qu'on n'aime pas, qu'on essaye de rejeter, et qui, peut-être parce qu'elles essayent de faire un truc positif pour nous, s'accrochent encore plus et deviennent encore plus fortes dans ce mécanisme-là. Et donc, voilà, je sais pas, en t'écoutant, j'ai eu un peu ce flash de me dire, tiens, c'est rigolo, ce qui se joue dans la relation entre, entre individus, entre un accompagnant, une accompagnante et un accompagné, une accompagnée, peut se jouer aussi à l'intérieur et probablement que ta posture, à nouveau que je trouve très saine et engagée et forte à cet endroit-là, devient aussi une forme de modélisation possible pour les gens que tu accompagnes, Mhm. à la fois dans ta guidance et dans comment tu les aides à se guider eux-mêmes. Il se passe des choses dans le rêve, et puis j'ai envie de te challenger par rapport à ça. Voilà, c'est pour ceux qui ont écouté mes interviews, ça ressemble à ça, mes interviews, mes questions. Mais heureusement, Marie est assez volubile et créative, donc elle arrive à se saisir de ces non-questions. Euh, Quel équilibre tu trouves justement entre une guidance qui soit clean, je pense au clean language, tu vois, où on va pas en rajouter, et c'est quel genre de X est ce X, ou qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui vient avant, et j'ai l'impression que tu peux aussi être force de proposition. Tiens, on va demander à la falaise, ou on va faire un feu pour brûler. Euh, et donc, je crois que c'est assez respectueux de la réalité, c'est-à-dire que si on est toujours clean, probablement que c'est un peu chiant, que ça manque un peu de matière. Et puis inversement, on pourrait être très dirigiste et dire non, il faut absolument que tu fasses un feu et que tu le brûles, alors que si ça se trouve, la boule noire, elle avait besoin, j'en sais rien, moi, de se transformer ou d'être enterrée ou que sais-je. Euh, voilà, j'aimerais que tu nous rebondisses un peu comme tu le sens par rapport à ces enjeux de consentement et de respect. Oui. En effet, moi j'utilise tous les outils de la culture du consentement que je connais très bien, puisque dans les milieux queer, les milieux sexpo, enfin, ça donne des discussions très très vastes, mais aussi des mises en pratique constantes. Je veux dire, c'est un bain de culture, c'est pas juste lire un article. Et beaucoup de personnes qui viennent chez moi connaissent déjà pas mal d'outils, tout ça, hein. Mais même pour les personnes qui ne les connaissent pas, ben, on les apprend. Et donc, s'adresser à individu, ça se fait avec la communication non violente. Ça se fait avec du consentement. Tu vois, de dire ah ben ouais, j'ai envie de l'écraser. Peut-être tu lui demandes si c'est OK d'être écrasé. Est-ce que ce serait OK de t'écraser pour te permettre de devenir autre chose? Et là, je sais pas, le chaton dit d'accord, je veux bien essayer. Et je peux même ajouter, est-ce que tu es OK d'essayer d'être écrasé pour devenir autre chose? Et si c'est pas OK, ben on rebobine et on revient au point de départ. Tu vois, on a des trucs comme ça aussi. On peut faire un essai. Moi, j'utilise beaucoup les simulateurs de transformation. Donc, c'est un truc qui est venu un jour parce que j'avais une personne qui avait peur de tout, mais on n'arrivait pas à faire un pas ni à faire un truc parce qu'elle disait si je me trompe, tu te rends compte, tout mon psychisme. J'ai dit écoute, on va faire de la simulation et puis après, on est comme dans un faux avion et tu fais tes trucs, tu fais ton. Et puis en fait, c'est pour du faux, d'accord? Et donc là, on arrivait à avancer. Et on a même un jour mis un simulateur dans le simulateur, hein. On a fait 2 étages tellement elle était flippée. Mais une fois que la simulation avait réussi, c'était comme si ça s'était passé dans le rêve. Donc en fait, ça avait valeur de OK. Donc on avançait quand même, il fallait pas tout recommencer à chaque fois. Et si ça n'allait pas, bah, au contraire, elle disait OK, ben, j'éteins le programme et puis je recommence une autre simulation. Donc ça l'a aidé à prendre des risques et à d'autres personnes à qui je dis, parce qu'elles sont beaucoup moins vulnérables, je te rappelle qu'on est en rêve et que sauter de la falaise, c'est pas un problème. Tu fais ce que tu veux maintenant.
T'as besoin de quoi? Il y a des personnes à qui je ne dis jamais on va faire ça. Je dis qu'est-ce que tu penses de ça ou autre chose? Euh, ou bien parfois je peux faire des petites réflexions, mais le rapport est tellement instauré dans le sens où je suis la copilote, je suis le petit personnage qui est à côté et qui fait ah. Tu vois que que même parfois les pires monstres ou les pires horreurs, c'est oh, encore un monstre! Ah bah tiens, zut alors! Bon, cette fois-ci, tu lui mets un verre blindé ou tu prends de la hauteur, tu veux faire quoi? Oh ben non, cette fois ça va, je reste là, je dis allez, le monstre, on va pas mettre de verre, hein, c'est bon. Tu vois, donc petit à petit, ça permet à la personne de prendre en charge toutes ces... Elles apprennent. Donc, il y a des personnes que je suis depuis très longtemps, euh, soit parce qu'elles ont des problématiques lourdes, euh, inceste, viol, répétition, machin truc, et ça prend énormément de temps, soit parce qu'elles ont fait un truc et puis elles se sont dit, mais j'adore, et j'ai pas envie d'arrêter, et j'ai des personnes qui viennent une fois par mois ou une fois tous les 15 jours et qui me disent, mais moi, je préfère me payer une séance de rêve plutôt qu'une séance de massage. Je vais voyager, je vais voir des trucs de ouf, et puis ça me donne des idées pour mon boulot, ça me permet de résoudre mes problèmes de couple. Et c'est pas des gros problèmes, c'est juste la vie courante, mais c'est ouf et j'adore. Et je fais ça comme je m'achète un billet d'opéra, tu vois. Mm. Il y a une espèce Donc de... c'est pas les mêmes enjeux non plus. Mais en tout cas, c'est toujours la même culture. Et je le pose comme une culture. Je ne le pose pas comme un truc de c'est comme ça, en hypnose, il faut être bienveillant et utiliser l'inclusivité. Je dis ici, Mm. dans mon cadre, moi je travaille comme ça. Alors, il y a plein d'hypnos qui travaillent différemment. Moi, j'ai fait des séances avec des hypnos boum boum, comme je les appelle, où tu sors le lance-flamme, tu coupes des bouts, tu fais mais moi non. Et c'est horrible pour des personnes comme moi parce que c'est jamais noir ou blanc, enfin, c'est jamais à enlever ou à garder. Moi, je vais prendre un temps fou à dénouer les choses et puis à demander au truc si peut-être quand même, ta. Et donc, je fais ça aussi avec les personnes qui viennent me voir. Un personnage n'est jamais totalement malveillant. Il y a toujours quelque chose à en retirer, même dans les représentations d'agresseurs, même celle-là. Parfois, on voit l'enfant maltraité dans l'agresseur qui permet aussi d'avoir un peu d'empathie. Je dis pas beaucoup d'empathie, hein, mais cette petite dose qui va faire que autre chose va pouvoir se mettre en place. Et puis le reste, le côté tu es un adulte, c'est toi qui es responsable de ton comportement et tu es vraiment un ultra violent, cette partie-là, on va pas s'en servir. Mais il y a quand même des trucs à prendre autour, tu vois. Surtout chez les parents, les grands-parents. Enfin, c'est tellement difficile de considérer l'agresseur. Et je le mets Mm. au masculin parce que j'ai tellement peu d'exemples d'agresseuses. Euh, Oui, la statistique est sans appel hein, à cet endroit-là. Donc, oui, je pense que c'est arrivé peut-être une fois. Oui, enfin, pour des coups, par exemple, oui, il peut y avoir des mères violentes, mais des grand-mères incestueuses, je n'en ai jamais croisé, mm. hein. Moi, j'ai des cas de violence psychique, de présence toxique de la part Oui, de oui, femmes. bien sûr, il y en a. Mais bon, voilà, je le genre à la majorité cette fois-ci. Ouais, non, non. Je ne fais pas d'inclusivité dans le terme, parce que c'est vraiment la grosse majorité. Donc, c'est vraiment de l'inclusion permanente. À le faire au quotidien, ça permet vraiment de ne pas poser une douleur, une maladie comme étant, par exemple, un truc à combattre. Mais de dire, ok, bon, là, tu es en train de me handicaper quand même vachement et c'est difficile, je commence à t'en vouloir là. Mm. Comment on peut faire pour que ma colère et mon rejet descendent? C'est possible de, enfin, trouver une manière de vivre ensemble où j'ai pas envie de te couper, justement, parce que là, c'est trop. Tu vois, c'est de l'inclusivité aussi pour des idem. Enfin, moi, je viens d'emménager, mon appartement, il y a plein de trucs qui vont, et puis il y a un truc qui va pas. Et comment je fais pour l'inclure aussi
dans le c'est comme ça. Comme une personne, ben, un lieu, ça aussi, c'est bon et c'est moins bon côté dans le sens où c'est plus facile à vivre, ou plus difficile et on fait ensemble, on a ensemble une cohabitation. C'est un peu bizarre de dire ça dans le lieu, tu vois, mais ça permet, c'est une philosophie, une manière de travailler ou de vivre qui permet de l'acceptation et le travail ensemble euh, en mettant des justes distances, en mettant des cadres, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de tout accepter, hein. Il s'agit d'organiser les choses pour que ce soit le plus viable, constructif possible. Je résonne très fort avec plein de choses que tu dis. Je crois que une des, une des énergies qui anime mes accompagnements, c'est beaucoup cette idée de... Et je l'appelle pas de négociation, pour le coup, je trouve ça très corporate. Et puis négociation, j'ai l'impression qu'il y en a un qui gagne et l'autre qui perd et tout, ça me va pas trop. Je sais que c'est le nom du protocole. Je sais plus si je l'ai piqué à quelqu'un ou si ça m'est venu, peu importe, c'est pas le sujet. Mais le mot, moi, qui s'impose et que j'utilise maintenant, c'est de réconciliation. Alors après, on n'y arrive pas toujours à une Ouais. réconciliation, mais en tout cas, et d'ailleurs, tu vois, en t'en parlant, je me rends compte que ça peut se challenger. Peut-être que là, le mot qui est venu se proposer dans mon esprit, ce serait d'harmonisation, avec effectivement des limites. Peut-être qu'il y a Mm. parfois des parties de nous qui ont plus leur place du tout. Mais en tout cas, je constate dans ma vie personnelle et d'accompagnant que quand on lutte contre une partie, bon, bah, si jamais ça fonctionne, en général, les gens sont pas en cabinet, quoi. Donc il n'y a pas de sujet. Et quand les gens viennent consulter, cette lutte interne, elle a tendance à créer l'inverse de ce qu'on veut. Elle cristallise, elle donne de la force par phénomène de réactance au problème. Et parfois, effectivement, le simple changement de posture, c'est attends, j'ai arrêté de lutter 2 secondes. J'ai été un peu curieux de ce truc-là, questionner, explorer d'où il vient, ce qu'il cherche peut-être à faire. Parfois, cette énergie qu'on récupère, ça fait un peu comme si tu cesses de mettre de l'énergie en opposition et pouf, le truc s'écoule, entre guillemets. Et souvent, en tout cas, ce surplus d'énergie, ce regain d'énergie, on peut le déployer de manière plus créative pour aider le système à se transformer. Euh, Super, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure en t'écoutant, on change un peu Ah, je sais. deux salles, deux ambiances, très technique sur le rêve éveillé dirigé ou le rêve éveillé augmenté avec l'hypnose et sur ta pratique. Je t'ai entendu et je pense que ça fait un lien avec l'inclusivité et le respect. Tu as donné un exemple de comment tu t'exprimes en séance, de dire tiens, qu'est-ce que tu en penses, etc. La question que ça m'invitait à te poser, c'était le niveau de dissociation. Est-ce que tu pratiques des inductions? Comment est-ce que tu t'assures, entre guillemets, ou tu places des points de repère que les personnes que tu accompagnes sont justement dans un état à la fois suffisamment loin de d'habitude pour pouvoir penser différemment. Parce que si je te demande, tiens, qu'est-ce que tu en penses et que tu es dans un état de conscience normal, tu vas a priori répondre avec les mécanismes qui posent problème d'une certaine manière. Euh, Mm. voilà, en termes techniques, tu fais des inductions. Quels sont tes points de repère pour justement optimiser le fait qu'il y ait une plasticité, qu'il y ait une créativité psycho-émotionnelle qui permettent d'avancer, quoi. Bah, le point de repère, c'est la dissociation. Donc Ok, à partir du moment où la personne, moi je demande toujours de rester dans son adulte, hein. C'est aussi une constante. On ne fait pas de régression en associé, par ok. exemple. Donc si la personne commence à avoir un mouvement, une voix qui me fait penser par exemple à un enfant, je dis est-ce que tu es à l'intérieur de l'enfant ou est-ce que tu vois l'enfant? Ah mais je suis... Ok, une grande inspire, tu sors et tu regardes l'enfant et tu lui dis je suis là pour toi, je suis là avec toi, allez, go. Et donc à partir du moment où la personne est en dissociation, alors là, bon, l'exemple que je viens de donner, elle est dissociée puisqu'elle n'est plus dans son adulte, elle est avec l'enfant, elle est associée à l'enfant. Et moi, je lui demande de se dissocier de cet enfant et de le voir. Mais elle est toujours en dissociation puisqu'elle elle voit une de ses parties comme si c'était quelqu'un qui était différent, tu vois. Donc, moi, je cherche à ce que la personne voit des éléments qui sont elle comme quelque chose n'étant pas elle. Par exemple, si la main devient quelque chose qui n'est plus la main habituelle, ben, on est dans la dissociation.
si bah, la boule noire, la célèbre boule noire qu'on a, qu'on a dans le plexus, c'est extraordinaire, hein, tout le monde a cette boule noire. Donc, Parfois violette, les gens peuvent être créatifs, ou rouge. donc si la célèbre boule noire se montre et que c'est simplement, oui, j'ai comme une boule noire ici, on n'est pas en dissociation. Si la personne me dit et la boule noire me dit qu'elle s'appelle Mortelle et qu'elle ne me laissera jamais tranquille, bah là, elle y est, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est trouver un endroit où il y a une vision, où il y a une audition, où il y a un ressenti kinesthésique. Enfin, ça peut être de plein de manières, c'est plurisensoriel, on est en compagnie d'eux, on est en présence d'eux. À partir de ce moment-là, pour moi, il y a hypnose. Et ça peut être plus ou moins profond. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que je fais des inductions ou pas? J'en fais à la demande, en expliquant ce que c'est. Au début, dans mon pré-talk, j'explique que souvent on glisse progressivement dans un état, mais que je ne fais pas comme beaucoup d'hypnos, 15 minutes d'exercice pour rentrer dans la transe, que moi je pratique autrement. Mais que si la personne veut apprendre de l'auto-hypnose et qu'elle préfère rentrer par une induction, c'est OK. Par exemple, les stagiaires de l'Arche qui passent chez moi aiment bien souvent faire une induction pour voir comment je fais. Bah, je leur fais. Ils disent, ah, bah c'est bizarre! Bah oui, c'est pas les mêmes, non. Mais la plupart du temps, je rentre par des portes beaucoup plus narratives. Mhm. Là, tu viens de faire bah, si on était en séance, je t'enverrais dans le avec la main et on partirait là-dessus, quoi. Ça ira assez vite, je pense. Oui, avec l'expérience qu'on a et qu'on a partagée, il y a des portes qui sont assez faciles à ouvrir, Mm. effectivement. Super. Très clair, donc effectivement, une possibilité d'induire avec de la technique hypnotique, on va dire un peu classique ou basique, et aussi quelque chose de plus narratif dans ta manière d'évoquer ou de te saisir de ce que la personne apporte, encourager la dissociation jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment marquée pour que tu considères qu'il y a un état de transe qui est, mais qui est favorable à ce que la personne est venue vivre, quoi. J'ai Euh, un truc rigolo avant ah, que tu super, enchaînes. super, ouais. J'ai des personnes qui, en rencontre l'individu ne veut pas, et qui disent, mais peut-être on pourrait l'hypnotiser. Et, et qui font leur induction sur l'individu. Mais non, Si, si. mais de manière respectueuse. Ah, bien sûr. J'adore. Bien sûr, je dis bah oui, ça pourrait être. Donc l'individu, il est là, non, j'ai trop peur. Bah, tu sais qu'il y a des moyens d'enlever cette peur, cette panique et de rentrer dans une autre dimension où il est possible de faire des choses qu'il n'est pas possible autrement. Est-ce que tu veux bien essayer le loup? Et le loup fait, si, et tu dis, on met d'abord le cadre, hein, comme on fait d'habitude. On va mettre le cadre d'une session suffisamment confortable, où on ne va pas dans des endroits où on ne veut pas aller et où on peut sortir dès qu'on veut. Est-ce que c'est OK pour toi, le loup? Bon, bah vas-y, fais ton induction sur le loup. Tu vois. Et le loup, Mais il là, lève la patte. et là, le niveau de dissociation est pas mal, parce qu'effectivement, la personne est en train d'hypnotiser Mm. sa part intérieure. Ouais, et Génial. j'en ai d'autres dans les des dissociations en poupée russe, tu vois. Il y a une personne, par exemple, il y a un individu qui n'allait vraiment pas bien, qui avait besoin de soins et qui aurait eu besoin de... Enfin, on voyait bien ce qu'il fallait faire. C'est quelqu'un qui vient depuis longtemps et qui commence à avoir de la bouteille. Et elle me dit, ça va prendre du temps. Est-ce que je peux pas le faire d'ici la prochaine séance? Je dis, boum. Mais par contre, demandons à une partie qui a bien compris comment tout ça fonctionne de travailler avec ce individu sans que toi tu sois là. Est-ce que tu es OK? Et donc, la partie qui avait intégré toutes les manières de travailler, on lui a demandé de bosser, mais dans les sous-couches, sans que la personne fasse de l'auto-hypnose, si tu veux. Eh ben, ça a marché. La fois d'après, l'individu est revenu et c'était dans un hôpital, enfin c'était un truc, bah, il avait réparé ses trucs, quoi, tu vois. Donc on a dit, bah, merci au soignant qui a fait ce qu'il fallait faire, bravo, et puis maintenant on a gagné une séance, allez, c'est parti.
Et c'est de l'empuissancement aussi. Enfin, la personne, c'est la preuve qu'elle a tellement intégré les techniques qu'elle vit elle-même. Elle les a transmises, enfin, et puis ces individus les ont apprises aussi, et ils sont capables de s'en servir sans moi, et même sans elle. Tu C'est ça. Génial, vraiment, en tâche de fond, littéralement. Ouais. Oui. Avec un cadre, une éthique, quand même, on dit à tout le monde, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc là, on a signé un contrat avec ce qui dit je. Donc l'adulte responsable a fait un contrat avec sa partie soignante en disant, je te donne la permission de faire ça sans moi, cette fois-ci, pour ce individu-là, pour cette intention-là. Mais c'est pas un truc sauvage que tu vas faire tout le temps n'importe comment. Enfin, tu vois. J'avais envie de t'amener sur ta partie plus artistique. Avant ça, il y a une autre question qui s'est imposée à moi, et je pense que ça résonne effectivement avec les cours d'hypnologie qu'on a suivis ensemble, le travail de Cyril. Euh, Tu as nommé du coup la partie adulte, donc ça fait un peu référence à l'IFS, Internal Family System. J'entends dans ce que tu dis pas mal de travail des parties. Mhm. Euh, alors, je te prends peut-être un peu au dépourvu, si tu n'as pas plus réfléchi que ça, c'est pas un sujet, mais si tu as des éléments de clarté justement sur les grilles de lecture qui ont l'air de structurer ta pratique et deux questions en une, cadeau, c'est bien mon style. Euh, à nouveau, on revient un peu au cadre. J'ai l'impression que parfois, enfin, c'est comme si tu as deux polarités. Tu as des gens qui font vraiment voilà, de l'hypnose pour l'hypnose avec entre guillemets l'espoir ou la croyance que ça va permettre d'activer de la résilience spontanée. Donc le job, c'est de d'aider la personne à se dissocier, se mettre dans cet état, et puis ensuite advienne que pourra. Et puis l'autre extrême du spectre, entre guillemets, ce serait on fait plutôt de la psychothérapie facilitée avec l'hypnose. Alors je sais que c'est un peu Mhm. engagé en tout cas de prononcer ce mot-là parce qu'on essaye de clarifier les choses et d'être au clair justement sur les frontières et sur ce qu'on fait. Et c'est un des buts de ces échanges, c'est pour ça que je prends ce petit risque-là. Voilà. Est-ce que tu veux Mhm. bien nous parler des grilles de lecture que tu sollicites et peut-être avant, si déjà tu es d'accord avec ce continuum et où est-ce que tu te Mhm. positionnes, où est-ce que tu as l'impression toi d'intervenir? Alors, oui, je me positionne dans la psychothérapie avec différents outils pour les personnes qui viennent pour ça. Mais tout le monde ne vient pas pour ça chez moi. Oui. Tu vois, déjà, j'ai toute une partie des hypnos qui viennent pour vivre le rêve éveillé avec des intentions comme je veux me sentir légitime. Mais le truc, c'est d'abord de rentrer dans le rêve pour apprendre à voyager et à comprendre la technique de l'intérieur. J'ai des artistes qui viennent pour la création. J'ai des personnes queer qui viennent pour rencontrer leurs identités au pluriel et voir ce qui se passe. Je fais pas nécessairement avec ces personnes-là de la DER, par exemple. Dynamique émotionnelle et relationnelle, Oui, tu veux dire, de ouais, Cyril Champagne. Super, ouais, très bien. ouais. En revanche, avec les personnes qui viennent avec des gros paquets de nœuds, évidemment que l'hypnose est un outil, le rêve éveillé est un outil, mais que j'en utilise d'autres aussi, et pas nécessairement en transe. Euh, J'essaie de travailler un maximum avec la transe et de faire de la DER dans le rêve éveillé ou dans l'hypnose. Idem pour d'autres méthodes. Mais je ne me revendique pas hypnotiseuse, point barre. Je dis que j'utilise plein de techniques différentes, j'utilise des grilles de lecture que je présente comme des grilles de lecture. Parfois je dis petit point pédagogique et, et je le présente toujours comme ça, où je dis là je vais mettre ma casquette de prof, c'est ok. Et donc voilà, je présente une grille. Ça fait des recadrages hein, d'avoir des grilles. Ah oui, tiens, je voyais pas les choses comme ça. Ah ben d'accord. Ah ben tiens, ça fait sens. Ok, donc on peut changer ça ou ça. Je pense par exemple aux espaces, hein. J'ai mon espace, tu as ton espace. Si je prends ton espace, qu'est-ce qui se passe? Si tu prends mon espace, qu'est-ce qui se passe? Si on fusionne nos espaces, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui pourrait être bon pour mon espace et pour ton espace? Et en ayant un espace en commun, comment on peut faire? Et là, donc, dans le rêve, ah bah tiens, il y a des bulles. Et puis alors, on joue avec les bulles. Mais des vraies bulles, enfin, je veux dire, enfin, des vraies bulles oniriques. Donc, je fais de la DER onirique en gros, pour répondre à ta question.
Donc oui, j'utilise des outils qui ne sont pas directement de l'hypnose et du rêve, mais je les intègre dedans. Si on travaille en dynamique relationnelle, bah, ça va être la bulle rose et la bulle verte. Ah oui, mais tiens, il y a l'arbre là, tiens, comment on fait Et on joue avec ça aussi. Idem pour la CNV, idem enfin, pour plein de trucs. Alors tu me parlais de techniques de négociation de parties ou de conciliation de parties. Bah, l'étiquette, c'est une étiquette qui a été posée par une école. Euh, Tu vois, mais on peut le faire de plein de manières différentes. La conciliation de parties. La grosse différence entre ce que moi je fais et ce que j'ai vu, appris aussi avec le pompier, le machin, tu vois, c'est que pour moi, les individus, ils sont singuliers, ils sont uniques. Alors que la plupart du temps, dans les techniques qu'on apprend, il y a des rôles. Euh, donc tu fais appel à des rôles. On peut parler de l'enfant intérieur, on peut parler du sauveur, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc pour moi, bah, tiens, si on appelle à l'aide pour savoir ce qu'il faut faire avec cette clé, qui vient? Ah, ben c'est un cerf, mais il a des pattes de chat. Ah tiens, ok. Comment tu t'appelles le cerf à pattes de chat? Il s'appelle Chapoun. Ok, salut Chapoun. Tu viens d'où? Ah ben je viens de la maison de la grand-mère en Bretagne. D'accord, ok. Bienvenue. Et voilà, on travaille avec Chapoun, cerf à tête de chat qui vient de la maison en Bretagne. On ne travaille pas avec un archétype qui a été prédéfini en amont. Et même chose, s'il y a un serpent, par exemple, bah, on va chercher quel genre de serpent c'est. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne chez elle, elle puisse aller sur Google ou un autre moteur de recherche, hein, chercher à quoi ça ressemble ce serpent-là et puis regarder un documentaire. Parce que là, elle va affiner. Elle va aller chercher des caractéristiques qu'elle va pouvoir modéliser et dont elle va pouvoir se servir. Autrement, on a juste l'archétype qu'on peut avoir en tant que citadin enfin, je sais pas, le dernier serpent que tu as vu de ta vie, c'était quand? Hein. Et donc, on a un archétype du serpent dans les films ou dans les dessins animés, mais bon, c'est juste un symbole. Donc moi, je vais leur demander d'aller affiner le symbole, de le dessiner, de lui donner des caractéristiques, pour que ça devienne vraiment très, 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 enfin, une partie de soi extrêmement dessinée, extrêmement pointue, extrêmement singulière. Et ça a énormément plus de puissance. Et du coup, super, tu nous dis en filigrane que tu travailles aussi pas mal avec de la prescription de tâches. Du coup, tu as demandé des choses Ah oui, entre les séances. oui. Il y a toujours une prescription de tâches. Toujours, ok. Je l'appelle pas comme ça. Oui, Euh, c'est un peu professoral appellation, mais ouais. Oui, et la plupart du temps, c'est pas moi qui les donne. La plupart du temps, c'est l'individu qui donne les prescriptions de tâches. Donc, on négocie de nouveau. Hein. Et je garde le terme négocier parce que tu as des individus qui veulent des trucs qui sont très compliqués ou. Enfin, surtout les individus de régression, hein, les parties antérieures, quand tu leur demandais, tu veux quoi d'ici la prochaine séance? Je veux aller faire du skate. Non, peut-être pas. Je me souviens d'une personne qui a crié avec des chips. Je dis c'est quoi ça? Ah mais ça c'est le petit il a dit qu'il voulait des chips. C'est drôle. Mais donc, c'est l'individu qui donne les prescriptions de tâches et ça se négocie jusqu'à trouver, OK, donc on est d'accord que d'ici la prochaine séance, tu reçois la demande de faire. Tu n'es pas obligé de le faire, c'est une demande de tes individus et on verra bien. Tu peux aussi leur dire, écoutez, j'ai essayé, j'y suis pas arrivée, ou bien c'est trop tôt pour moi. Enfin, voilà, tu reviendras avec ce que tu auras fait ou pas. Mais en tout cas, la demande est posée par l'individu. Parfois, moi, je peux proposer aussi en disant, tiens, ça pourrait être intéressant, là, tu m'as parlé de l'ocapi, je sais pas ce que tu connais de l'ocapi, mais sans doute pas énormément, c'est pas un animal qu'on croise tous les jours, donc s'il y a un okapi dans ton rêve, peut-être aller le rencontrer en regardant des fiches écrites ou en regardant un documentaire, ça pourrait te permettre de mieux le connaître et donc de mieux communiquer.
Ou bien je donne des tâches quand les personnes sont en début de travail et qu'elles n'ont pas vraiment de... Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'imagination aussi au début, ça s'apprend. Donc je peux aussi les guider vers des tâches qui sont des tâches assez classiques, hein, enfin classiques dans certains domaines, comme par exemple choisir un caillou, le garder avec soi en lui soufflant à chaque fois que tu as une pensée négative, tu souffles sur ton caillou. Et après 7 jours, tu le déposes dans un endroit où il sera bien et où tu ne retourneras pas et tu le remercies d'emporter toutes ces pensées négatives. Ça déleste, tu vois, c'est des petits trucs, hein. Euh, J'utilise beaucoup les objets transitionnels aussi, des petits rituels comme ça. Euh, D'écrire une lettre à quelqu'un sans la lui envoyer, mais de l'écrire vraiment et puis de la brûler en disant je laisse partir ma colère, tu vois, ça peut être des choses aussi intéressantes. Mais je n'impose pas. C'est toujours une proposition avec contre-proposition jusqu'à ce qu'on arrive à... Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu préférerais? Ok, d'accord, comme ça. Tu peux demander à l'intérieur si quelqu'un a une idée pour aller un peu plus loin ou pour ajuster. Et puis une fois que c'est bon, ok, on a le produit où tout le monde est d'accord. Excellent. Je constate à nouveau qu'il y a pas mal de parallèles entre ma pratique et ce que tu nous partages. En devenant formateur, du coup, ça m'a forcé entre guillemets, de mettre certaines choses dans les cases. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais deux axes de prescription de tâches un peu qui étaient mes autoroutes. Il y en a une qui est une tâche d'observation, c'est-à-dire d'inviter la personne à être curieuse d'ici la prochaine séance ou d'ici nos prochains échanges, d'être curieux de ce qui va se passer. Idéalement même de le noter pour qu'on on ait de la matière pour avoir un maximum d'infos pour échanger. Et l'autre, c'est ce que j'appelle une prescription de tâches hypnotiques, c'est-à-dire demander, soit à l'inconscient, si on a utilisé ce vocable-là, en tout cas demander à une partie de faire émerger une prescription de tâches, en tout cas une envie d'action pour aider à incarner dans la matière, dans le réel, la séance. Donc c'est rigolo. J'ai une question, alors c'est un petit peu décousu, j'espère que ça fait sens et que c'est quand même enrichissant pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'il t'arrive, et si oui, comment tu le gères, d'avoir des personnes qui peuvent avoir du mal, je reviens sur une dimension un peu technique, qui peuvent avoir du mal justement à s'inscrire dans le processus dissociatif? Ah bah non, Mm. c'est moi qui bouge la main, ou non, il n'y a rien qui vient. Euh, est-ce que ça t'arrive? Je vois que tu fais oui, et si oui, comment tu gères ça? Est-ce que tu as des trucs et astuces, ou en tout cas des approches que tu as trouvées au fil du temps pour aider les Mm. personnes à dépasser la posture un petit peu contrôlante, habituelle qu'on peut retrouver. Bah, déjà, c'est de la nommer, cette posture contrôlante, et de parler avec elle, de lui Mm. donner de lui donner un aspect. Enfin, souvent, c'est individu, hein, la tour de contrôle ou autre, hein. Ah, donc tu dissocies le contrôle. Donc t'as pas le Oui, contrôle sur ton contrôle, et donc toi, le jeu adulte, va pouvoir entrer en relation avec la partie qui tient les oui. choses. Voilà. Donc, c'est la première chose, c'est qu'on va individualiser, enfin, on va individualiser le contrôle pour pouvoir lui parler. À ce moment-là, on est déjà en transe. Donc, parfois, ça marche pas parce que la personne est vraiment dans le contrôle et dit, mais non, moi, je ne vois rien, ta, ta, ta. Donc la deuxième chose, c'est de nommer le fait que c'est de l'entraînement, c'est de l'apprentissage. Et j'utilise pour ça des exemples comme il y a des personnes qui sont très sportifs et donc quand ils veulent apprendre le parapente, par exemple, ça va très vite. Et puis il y en a d'autres qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont jamais été en hauteur, qui ont jamais fait un travail d'équipe, et ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus lent pour que ce soit sécurisé. Et c'est pas grave. Au lieu d'un stage, il en faudra peut-être 4 avant de pouvoir sauter tout seul. Et c'est pas grave. Euh, Idem pour un instrument de musique. Il y a des personnes qui ont l'oreille et d'autres qui ne l'ont pas, mais ça peut s'apprendre. Mais pour les personnes qui l'ont d'enfance, on va dire, c'est beaucoup plus rapide d'apprendre à chanter que pour des personnes qui ne s'entendent pas, qui doivent apprendre à s'entendre. Et donc, pour la transe, ça va être la même chose. Donc, ici, on est dans une école de transe aussi. On est dans une école de rêve, on est dans une école d'ouvrir l'imaginaire. Et je fais le parallèle parce que j'ai deux personnes comme ça. On est dans une école d'écoute de ses émotions. J'ai deux personnes qui viennent parce qu'elles n'ont pas d'émotions. Tu vois. Et donc, pleurer, c'est une victoire. Oh là là, oh, il y en a une qui arrive. Tu vois. Ok, accueille.
il a, respire, laisse-la venir. Oh, c'est une grosse. Oh oui, attends, il y a des mouchoirs. Donc, on est dans un travail d'accueil de l'émotion. Mais cette émotion, elle est brute de pomme, on ne sait pas ce que c'est, mais elle vient. Et chaque fois, c'est un peu, tu vois arriver un nuage ou un camion, quoi. Et tu dis, ah, ok, t'es prête? Bon, prends tes mouchoirs. Et puis là, je chante, la personne, elle laisse passer son émotion, puis après, elle fait, ouh, il y a du progrès, hein. Tu vois, c'est la même chose avec la transe. Et puis, le troisième point, c'est l'attention portée à ce qui est là et pas à ce qui pourrait être là. Donc, moi, je dis toujours, on porte l'attention sur ce qui émerge. Et ça peut être tout petit. Tiens, il y a une sensation un peu bizarre dans le dos. Super. Tiens, on dirait que ça, il y a un petit peu de rose, mais c'est quand même flou. On ne sait pas si c'est un carré ou un rond, mais il y a une forme. Génial. Et on applaudit. Dans le sens, on célèbre le fait qu'il y a une forme. Elle est encore très floue, on ne sait pas très bien, elle a une couleur entre le rose et l'orange, c'est entre le carré et le rond, mais il y en a une. Waouh! Donc voilà, moi je travaille comme ça, en encouragement et en pédagogie. Mais j'ai été prof, tu vois, un élève, s'il n'arrive pas à faire un truc, ben, moi je faisais des courts-métrages avec mes élèves, ils me disaient, Madame, j'arriverai jamais à faire ci. Je dis, bah essaye, enfin. Puis après, on regarde le rush, on se dit ça marche, ça marche pas, et puis on recommence. Et si ça prend un mois plutôt qu'une semaine, bah, c'est pas grave, on verra bien comment on organise le truc d'après, et puis exerce-toi à la maison aussi. Enfin, c'est dédramatiser ce truc de l'école qui a tellement traumatisé les gens, de si t'arrives pas du premier coup, t'es nul. Moi, j'y arrive pas, donc je peux pas. Bah, c'est quand même dommage, quoi, d'avoir une pédagogie. La pédagogie française est catastrophique. Bah, moi, je suis belge, on est vachement plus avancé qu'en France, en Belgique, dans la pédagogie. Ah ouais? Ah bah oui, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai fait l'école d'électroacoustique. Et quand j'ai vu comment ils donnaient leurs consignes, comment ils notaient, comment ils réagissaient, enfin, les jurys, puis, mais attendez, on n'est pas des chiens, et puis même des chiens, on leur parle pas comme ça. Vous faites que des rapports négatifs, et puis vous me mettez 14, mais comment je peux comprendre ma note? Enfin, mais, au secours! Quels sont vos critères de notation? Ah oui, donc c'est juste ce qui vous semble. D'accord, donc le critère, c'est ce qui vous semble. On n'est pas sorti de l'auberge. Et, et à l'Arche aussi, enfin, ça m'a sauté aux yeux le fait que les grilles, la pondération, tu sais pas sur quoi t'es noté. On- Moi, c'est un truc quand même, un jour, on m'a dit oui, il y a quand même encore un problème. J'étais pas assez sociale au post café. Et c'est comme ça que vous notez la mise en place du rapport et le fait de pouvoir établir un lien avec l'autre. Mais mettez-moi face à quelqu'un en début de séance. Enfin, voyez comment j'ouvre le canal. Je sais le faire très bien. Par contre, si je vais prendre un thé pour être tranquille, j'ai aucune envie de communiquer. C'est pas là que je vais faire du rapport. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, voilà, c'est un exemple. Ça, c'est de la pédagogie. Et les gens, ils sont traumatisés par ça. Donc, ils arrivent, je leur dis, et qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Vraiment rien. C'est tout noir, tout noir. Bah non, il y a un bonhomme là, mais je sais pas très bien. Ok, il y a un bonhomme. Je trouve qu'il y a un parallèle fort, effectivement, aussi avec l'accompagnement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend en tant qu'accompagnant, accompagnante de la personne qui vient nous voir. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on gagne à être clair, effectivement, sur la posture. Voilà, moi, je sais que dans mon cadre, je vais vous faire des propositions. Le but, c'est pas du tout que vous réussissiez tout ce que je vous propose, c'est plus, je fais une proposition, puis on voit comment ça réagit. Si ça va dans le bon sens, si ça marche, si c'est fluide, on continue. Et puis s'il se passe autre chose, bah du coup c'est très intéressant. J'ai la stratégie de Nelson Mandela qui nous dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bah, soit on gagne, soit on apprend à mieux savoir comment vous fonctionnez. Et c'est souvent là où il y a des espaces de Mhm. résilience, de créativité, de changement qui sont super importants. Donc euh, Puis tu as des inductions aussi qui servent, l'induction de faire semblant d'être en transe.
Tu fais semblant d'avoir une lévitation de main. Bah, tu peux pas rater ça. Tu vois, mais ça met en transe, le faire semblant. Ok, et maintenant demande à ta main parce qu'on avait dit qu'elle était en main toute seule, en l'air toute seule la main, hein, et qu'elle était en train de flotter toute seule, et je fais plein de suggestions pendant le truc, tu vois, et je lui dis en plus, hein. Et tu peux lui suggérer d'ailleurs parce qu'on est dans le jeu, la main vole toute seule. Allez, on y va. Et bah, à un moment donné, ça marche. Ouais, à l'américaine, fake it until you make it. En tout cas, effectivement. Mais pas en étant, pas en truc et astuce pour passer en force. Oui, Moi, je ne veux pas que la personne se sente eue, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois en formation de voir qu'en face, j'avais quelqu'un qui était là, je vais avoir l'Iselle. Tu vois, de passer par le côté, mais à ce moment-là, attends, si tu veux faire ça, faut être un peu plus subtil parce que là, moi, je t'ai vu et j'aime pas ça. Donc, mais j'aime pas ça. Enfin, mes clients, mes accompagnés, je ne leur fais pas de trucs dans le dos. Enfin, je leur explique. Et si je fais un truc un peu rigolo qui demande de ne pas tout dire, je le dis. Je vais faire un truc où je ne te dis pas tout ce que je vais faire. Est-ce que c'est OK pour toi? c'est rigolo, j'ai l'impression d'inventer ce que j'appelle une rupture de pattern permissive, c'est-à-dire la rupture de pattern, donc l'interruption d'un schéma automatique, joue sur la surprise pour justement favoriser la suggestibilité. C'est le moment de surprise, le cerveau il va se raccrocher Mm. à la suggestion. Et du coup, j'ai un peu élaboré une manière de l'amener, de présenter ce que je vais faire pour vérifier le consentement le plus éclairé possible, tout en jouant sur la force, effectivement, de la surprise et du décalage que ça peut permettre. Tu me rappelles, en formation, il y avait une stagiaire qui n'arrivait pas à faire de catalepsie, et donc des paupières, les paupières bloquées. Et donc on a essayé plusieurs choses, et finalement, je sais plus, il y a une phrase qui l'a aidé un peu avec la Hellman, tu sais, où tu détends suffisamment, et tant que tu décides de maintenir la détente des paupières, alors tu n'arrives pas à les ouvrir. Et effectivement, ce petit décalage, fait, ah mais attends, si c'est moi qui garde le contrôle de ma détente, alors ça marche. Et effectivement, elle avait réussi à dépasser une limitation qu'elle avait à cet endroit-là. Et qui est assez Ouais. chouette parce que je pense qu'en tant que praticien, praticienne en hypnose, si on a vécu soit des phénomènes hypnotiques un peu puissants où on voit que ça marche, évidemment, moi je raisonne, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Euh, on n'est pas là pour enfumer les gens, on n'est pas là pour leur faire à l'envers, on est là pour euh, créer un cadre de sécurité dans lequel ils peuvent s'autoriser à dépasser leurs limites. Et Mm. donc, voilà, Mais moi, j'applaudis hein, la personne qui ne se laisse pas faire tant qu'on lui donne pas le lead. Bah, c'est tout à fait légitime et safe parce que quoi, on te bloque les paupières, après on peut te bloquer les bras et puis il se passe quoi après? c'est clair. Donc c'est moi qui décide que je laisse mon corps faire ceci ou ça et c'est moi qui ai la télécommande en main. Et moi je leur dis aussi, enfin moi je ne fais pas d'induction sur les gens non plus. Je leur dis, eh, tiens, et si tu demandes à ta main de faire ceci et s'il se passait ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais je ne fais pas l'induction. Enfin, je sais encore les faire, hein. Il y a une personne qui m'a demandé dernièrement, tiens, comment on fait ceci ou ça, je peux le faire, mais avec la permission de la personne et enfin uniquement sur les personnes qui sont hypno, on va dire. Mais je vais pas prendre la main et faire ce genre de truc, tu vois, avec des personnes que j'accompagne, jamais de la vie. Parce que là, ce qui va leur rester, c'est elle m'a mis en transe. Enfin, non. Moi, je dis, tiens, la boîte à outils est là. Est-ce que tu veux la tige bleue ou la balle rose ou la poudre ici et on y va. Et puis, la plupart du temps, quand j'ai fait une induction, je demande à la personne à un autre moment de le refaire elle-même. Ah, tu prêches à nouveau un converti, parce que une de mes spécialités, je sais pas, mais en tout cas, un de mes axes de travail, c'est effectivement la transmission Mm. autant que possible de l'auto-hypnose, à la fois pour que les gens soient plus engagés, acteurs de leur séance, Mm. qui- qui participent au process, et puis pour l'autonomisation. Euh, je trouve qu'il y a un mot qui est important, et tu l'as dit, je sais pas si
tu l'as fait en conscience, mais effectivement, est-ce qu'on fait de l'hypnose sur les gens ou est-ce qu'on fait de l'hypnose avec les gens? Mm, Alors, pour le coup, je fais encore parfois de ce genre de technique, mais rarement en première intention. Moi, mon but, ça va être effectivement en première intention que la personne se sente capable, voire qu'elle soit capable de le refaire en auto-hypnose. Et une fois qu'elle a l'expérience que c'est elle qui crée l'expérience, justement, alors ça peut être sympa d'utiliser des techniques, justement, où on donne un peu les clés de la voiture à l'accompagnant pour voir comment on peut aller plus loin, mais plutôt dans un second, voire dans un troisième temps que de prime mm. abord. On se rapproche, c'est passionnant, du coup le temps file, on se rapproche de la fin du temps qu'on a ensemble. J'aimerais que tu nous dises, si tu as envie, d'ailleurs tu nous en as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments sur la pratique plus artistique que tu aimerais mettre en avant? Et puis on finira l'interview qui est déjà très riche avec, voilà, s'il y a des éléments ou des choses que tu as envie de nous partager, des questions que tu aurais aimé que je te pose, qui auraient pu manquer pour que voilà, on puisse finir ce moment d'échange en te laissant la plus libre possible de nous partager ce qui toi te paraît important. Ok, alors par rapport à la pratique artistique, ben, tout d'abord c'est très très proche des séances. La différence c'est l'intention. Donc l'intention de voyager avec une personne pour qu'elle puisse aller vers du mieux-être ou aller vers sa création à elle ou aller vers autre chose. Alors que dans la création, ben, il s'agit de mettre en place des conditions pour un public. Mais c'est le même principe en fait, hein, pour un public sans être ici et maintenant avec une personne dans de la thérapie. Mais quand j'utilise de l'hypnose avec de la création, j'offre des conditions de surgissement à des personnes qui vont mettre un casque, comme l'installation dans les arbres de l'arboretum d'Harcourt, où les personnes mettaient un casque, se plaçaient face à un arbre. J'avais choisi 3 arbres et entraient en transe grâce, au, grâce à la création sonore. Et puis sont montés jusqu'en haut du séquoia, sont descendus dans les racines du hêtre. Ça marchait très bien. Il y est toujours d'ailleurs. Si vous passez à Harcourt en Normandie, demandez le podcast de Connexion Sylvestre. Donc voilà, le festival a offert le podcast à l'Arboretum. Euh, ou bien si je suis dans un théâtre ou dans une salle de présentation, voilà, c'est de proposer une expérience à un public, mais avec une notion de création, d'ouvrir le champ des expériences. En fait, l'art, c'est ça, hein. C'est mettre en place les conditions il se passe quelque chose, où on voit les choses d'une manière qu'on n'avait jamais vue, où on a accès à quelque chose auquel on n'avait jamais eu accès, où on fait une expérience qu'on n'avait jamais faite dans un cadre donné où il n'y a que ça à faire en fait. Parce que dans la vie, on a envie des expériences, mais en fait, tu fais pas trop exprès, tu vas dans un endroit et puis il se passe des trucs et puis l'expérience, elle vient de surcroît. Alors que pour la création artistique, bah, tu as une production qui est destinée à créer un espace-temps où tu vas vivre une expérience, où tu vas avoir une autre vision des choses, où tu vas avoir accès à quelque chose, où tu vas avoir une possibilité euh, de créer quelque chose qui n'était pas là, ou de voir les choses autrement, ou de ressentir autrement. Mais tu l'as exprès dans un espace-temps avec un système, un catalyseur qui va te permettre en gros. Euh, Ça participe à l'enchantement du monde. Donc moi, modestement, j'aime bien participer à l'enchantement du monde euh, par des créations radiophoniques, par des installations sonores dans des musées ou dans des parcs, par des performances hypnotiques. Donc utiliser l'hypnose et le rêve éveillé autrement qu'en cabinet pour créer une dimension particulière, quoi, pour faire apparaître de nouvelles dimensions. Et c'est vraiment très très proche, tout en étant différent. D'ailleurs, ma pratique en cabinet est aussi teintée de ça. Euh, Moi, j'ai un master en lettres et en linguistique. La langue est un de mes outils principaux. Enfin, je veux dire, je manie la langue. Je manie les sonorités, je manie les allitérations, je manie les métaphores.
c'est un outil très privilégié pour mener des séances. Les hypnos qui ont cet outil-là, c'est quelque chose de très particulier quand même, de pouvoir faire des métaphores filées, de jouer sur le rythme, de, voilà. Sans avoir de master, excuse-moi, je t'interromps. J'aime la langue aussi, le choix des mots, euh, voilà, leur utilisation. Je trouve qu'il y a une limite, en tout cas que j'ai vécu personnellement, qui peut amener vers quelque chose parfois d'un peu, j'allais dire verbeux, mais en tout cas un peu mental. Et voilà, c'était pas une question que je pensais te poser, mais je pense qu'elle peut être quand même intéressante. Euh, quel équilibre tu trouves justement entre voilà une élocution, un maniement de la langue qui peut être très fin, et puis parfois une présence presque corporelle, une présence presque animale. Euh, Tu vois, il y a des gens qui sont plus des tenants d'une hypnose justement très, très silencieuse, où il y a moins de mots, où c'est plus l'intention et le corps qui vont être les outils. Dans ma représentation de comment tu pratiques, j'ai l'impression que tu as les deux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? C'est des boîtes à outils. Dans les formations de Reva, ce que je demande aussi, enfin, un des outils, c'est le silence. Et c'est l'outil le plus difficile à utiliser pour la plupart des hypnos. Mais tais-toi! C'est clair? Tu veux faire de la transe profonde? Et toi? Donc oui, le silence est un de mes outils principaux. La langue est un de mes outils principaux. L'utilisation de la voix en tant que matière est un de mes outils principaux, que ce soit en parlant ou en chantant. Moi, j'utilise T'as nommé cette idée du chant, tu veux... oui, je chante. À toutes les séances, je chante. Mais maintenant, je chante assez doucement. J'ai un chant d'accompagnement tranquille, d'intégration ou de développement. Au lieu de me taire, je chante. Mais avant, j'utilisais beaucoup plus le chant de travail, qui est un chant qui décape et qui envoie en transe profonde. Ça marche très bien, mais c'est un peu brutal. Je ne le fais plus. C'est quoi, l'idée que je m'en fais, c'est quelque chose presque de chamanique, un peu comme Oui, c'est ça. l'équivalent d'un tambour, mais avec la Oui, voix. c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, Donc je maîtrise ça. Donc je chante à toutes les séances, mais la plupart du temps, mes chants maintenant sont très doux et très accompagnants plutôt dans le process. Voilà, voilà. Bah, je te laisse respirer et puis vivre cette transformation profonde en restant bien concentré sur ce qui se passe. Et là, je chante. Et puis dès que la personne commence à bouger un peu, bah, je vois qu'elle sort. Ok, je reviens en disant et qu'est-ce qui s'est passé? Mais au lieu de me taire, je chante. ok, Euh, c'est drôle. Bah, ça marche. C'est un inducteur de transe très, très, très fort. Maintenant, quand on a un chant doux, c'est une transe douce. Quand on a un chant c'est une transe plus. Pour ceux qui nous écoutent en audio, il y avait un geste on va dire, ferme et tranchant de la part de Marie. Oui, c'est ça. Génial. Merci pour toute cette richesse. À chaque fois, je réécoute les podcasts avant de les publier. Du coup, je redécouvre et donc voilà, mais je suis déjà au contact de tout ce que tu nous as partagé. Pour finir du mieux possible, voilà, est-ce il y a un sujet, une question, un thème qu'on n'a pas Oui, abordé où tu dis, tiens, ça j'ai envie d'en parler. oui, il y en a. Super. Ben, le premier, c'est que je donne un stage de rêve éveillé augmenté par l'hypnose au domaine de l'Elzée chez Lisa et Jean Dupré le 6 et 9 juin. Donc voilà, c'est magnifique de pouvoir aller dans ce domaine incroyable dans les Cévennes pour 3 jours de rêve. Donc bienvenue à celles qui ont envie de venir apprendre à rêver et à faire rêver. Euh, sur mon site ou sur Facebook, vous trouvez l'événement. Donc, et sur le site du domaine de l'Elzée aussi, je pense. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà ajouté. Je mettrai Le- évidemment tous les liens en description du podcast. Ok. J'en fais pas beaucoup, j'en fais un ou deux par an maximum. Le prochain sera pendant l'hiver, je sais pas encore où. Je n'ai pas envie de courir de formation en formation et j'aime bien avoir des moments privilégiés. Euh, donc voilà, ça c'est celui de l'été, on va dire. Deuxièmement, je voulais rappeler que
c'est important de s'intéresser au consentement dans l'hypnose et à l'inclusivité dans l'hypnose. On fait un métier où c'est hyper risqué de violenter nos accompagnés, que ce soit en n'étant pas suffisamment au fait de leur réalité, en n'étant pas suffisamment instruits, on va dire, de ce qui peut être leur quotidien, leurs préoccupations, mais aussi en étant dans des comportements qui semblent normaux dans pas mal de situations et qui sont pas OK du tout en séance. Le consentement, pour moi, il doit être libre, il ne doit pas y avoir de pression. Or, en séance, on a déjà un biais, puisqu'on est censé avoir la baguette magique, on a un énorme biais. Donc, c'est super important de vraiment réfléchir à comment je peux avoir un vrai consentement malgré ce biais-là qui est énorme. Il doit être enthousiaste. Donc, si la personne fait ouais ou je sais pas, c'est pas un oui. Il doit être éclairé, donc la personne doit savoir à quoi elle dit oui. On ne peut pas avoir un consentement sur un truc, bon, bah, vous faites confiance, ok, puis on y va. Bah non, il doit être spécifique. Donc à chaque fois que je vais faire un truc nouveau, ben, c'est bien de le dire et puis de demander le consentement. Et il doit être révocable. La personne a le droit de sortir ou de dire ah bah, finalement non à n'importe quel moment. Donc j'insiste, il y a plein de documentation dans le groupe Hypnose Inclusive avec les hashtags. Il suffit de mettre consentement. Il y a un article aussi sur mon site ouais, qui est un peu caché. Il faudrait peut-être que je le remette sur le sexe positif. Donc il y a tout le consentement. C'est le même dans la vie courante, hein, sauf que là, il est travaillé, travaillé, travaillé pour être hyper, hyper fin. Et donc, c'est un milieu dans lequel on retrouve du consentement plus, plus, plus. Je voulais aussi insister sur le fait de s'intéresser aux cultures autres que dominantes, ou bien de réorienter. C'est vraiment important de ne pas prendre des personnes juste parce qu'on a besoin d'accompagner, on a besoin de clients, on a besoin de sous. Mais si vous n'avez jamais, enfin si vous ne connaissez rien, par exemple, à la question du genre, ben, ne prenez pas un ado qui vient parce qu'il se demande s'il va faire une transition, quoi. Surtout pas. Mais il y a des gens qui le font, hein. J'ai des personnes qui arrivent en me disant j'ai commencé avec tel hypno, il m'a dit qu'il voulait bien qu'il accueille tout le monde et qu'on va travailler tout le monde pareil. Ben, non, évidemment, il faut quand même en connaître un minimum sur la question. Idem pour les violences sexuelles. Si vous n'avez pas de formation au trauma et ni de formation féministe, bah, vous évitez. Donc c'est vraiment important de connaître ses propres limites, de les élargir en travaillant. Ça demande du travail et ça c'est un truc quand même qui est difficile à faire passer. On veut bien faire des stages pour apprendre la technique truc muche pour aller plus vite dans l'arrêt du tabac, mais on ne veut pas se former à l'inclusivité. Quand je fais des ateliers, il n'y a que des femmes. Quasiment, hein. Parfois un mec de temps en temps, mais sinon on est entre meufs. Les mecs, ils n'ont pas besoin de se former. Bah si, il y a plein de trucs qui demandent des formations, qui demandent de l'intégration. Voilà, ça demande de s'engager un peu. Notre milieu est un milieu où il y a beaucoup de risques et où il y a beaucoup de problématiques qui sont trop souvent mises sous le tapis pour mettre le côté winner, technique en avant. Et je profite de cette place qui m'est donnée pour dire bah, chacun, chacune peut faire sa part en parlant, en intervenant, en partageant, pour que l'inclusivité, la solidarité, le consentement, et puis encore bien d'autres choses puissent grandir et mettre un peu de douceur dans ce monde. Ce sera le mot de la fin, ça résonne très fort. C'était le but de ce podcast quand il est né dans mon esprit, c'était d'éclairer les enjeux de cadre parce que, on l'a dit, c'est souvent très léger pour pas dire absent dans les formations et aussi une perspective de donner la parole à certaines personnes dont je trouvais que parfois
enfin, pour faire simple, on entend beaucoup les mecs dans le milieu de l'hypnose, on n'entend pas assez de femmes. Alors c'est un peu bizarre de la part d'un mec de se dire, tiens, euh, j'ai aussi cette envie-là de donner de la place à des personnes et à des sujets qui sont moins sur le devant de la scène d'habitude. Euh, T'écouter me fait mesurer le travail qui personnellement me reste à faire. Mhm. Et voilà, on essaye de conscientiser ça et d'avancer du mieux qu'on peut. Donc j'espère qu'en tout cas l'échange qu'on a eu aujourd'hui y contribue, c'est ma conviction. Merci du fond du cœur, Marie, pour tout ce que tu apportes à la discipline en général et puis pour le temps que tu as bien voulu m'accorder, nous accorder aujourd'hui. Évidemment, je pense que vous avez perçu chez Marie l'engagement et la passion. Elle est aussi assez présente sur les réseaux, donc n'hésitez pas, vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux. Sentez-vous libre de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas à nous challenger. Euh, voilà, s'il y a des questions, des besoins d'affiner. Comme je dis souvent, j'ai pas l'intention que dans un échange comme ça, on arrive à des choses définitives. C'est plus d'ouvrir des portes et de nourrir des échanges. Donc j'espère que ça y contribue. Et puis bah, je vous dis à toutes et tous à très bientôt et merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Adrien pour ton invitation et bah, je veux bien être taguée sous la publication de cette vidéo et répondre à des questions dans certaines proportions, hein. Je ne vais pas passer 3 heures par jour à me justifier, mais je veux bien répondre à des questions s'il y en a. Merci. Super, merci, à très bientôt.